Donc, bonjour à tous et installez-vous bien. Bienvenue à cette séance de webinaire sur l'inventaire des ressources humaines pour la santé. Si vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour vous présenter, votre nom, votre rôle, l'organisation et le pays où l'organisation se trouve. Donc, utilisez la boîte de dialogue. Et quand on commence aussi les présentations, il y a la boîte de questions. On a écrit Q et A. C'est réservé uniquement pour les questions. Donc, pour éviter qu'on n'a pas tenu compte de votre question, il faut utiliser la boîte Q et A pour poser les questions. Donc, installez-vous bien et bienvenue à notre séance de webinaire sur l'inventaire des ressources humaines pour la santé. OK, je commence à me présenter. Moi, je me nomme Dominique Mba. Je suis conseiller à ZAP2 en gestion financière et conformité. Je suis basé au Cameroun. Je suis fier d'être parmi vous. J'espère que vous m'attendez. Et pour ce webinaire, il y a un appui technique qui va être accordé par Reza Griffin, qu'on peut aussi donner la possibilité de se présenter. Merci beaucoup. Installez-vous. À vous, Reza. Merci. Bonjour à tous. Je suis Reza Griffin. Je suis Data Scientist du analyste de données à Washington, D.C. Je dirige l'inventaire de RHS pour l'USAID. Je répondrai à vos questions techniques dans la boîte de questions. Merci beaucoup, Reza. Et je pense qu'on peut déjà commencer. Utiliser la boîte de dialogue pour vous présenter. Mais pour les questions, uniquement utiliser la boîte Q et A pour les questions. Donc voilà, on peut déjà démarrer. On espère de respecter ce temps prévu pour les différents points dans notre agenda. Il y a la phase d'introduction et on va aussi examiner le processus quand il s'agit d'inventer des ressources humaines pour la santé. Dans 35 minutes, on espère aussi d'avoir un aperçu de cet inventaire et les différentes modifications. On va passer à la phase de démo où on va regarder quelques exemples en ce qui concerne la dotation de personnel. 25 minutes vont être consacrées pour un aperçu de données et même comment obtenir un compte DTIM. Sans avoir un compte DTIM, c'est aussi difficile. On ne peut pas aussi faire cet inventaire, on ne peut pas compléter le modèle pour cet inventaire de ressources humaines sur la santé. On va passer aux prochaines étapes. Il y a tout un calendrier pour ces différentes activités. Il y a un délai pour faire cet inventaire. Sinon, on va chercher à voir qu'est-ce qu'il faut à partir d'aujourd'hui qu'on est en train de lancer cette formation et quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on attend de chacun parmi vous. Donc, ce webinaire est animé par moi-même et avec l'appui technique de Reza. Et on est en train d'animer ce webinaire sur l'inventaire
parce qu'il y a beaucoup d'investissements du bailleur pour payer tous les staffs, les employés qui appuient la mise en œuvre de différents programmes PEFA. Et si vous verrez sur l'écran, pour l'exercice 2023, il y a à peu près 240 personnes qui ont été appuyées et cela représente plus de 51% de dépenses pour l'investissement de USAID pour l'année 2023. Donc, ce qu'on doit aussi retenir, c'est que ces informations sont capitales pour le bailleur, pour USAID, pour comprendre comment mieux optimiser les ressources humaines pour atteindre ou bien contrôler l'épidémie de VIH et SIDA. Donc ici, ça donne les informations par rapport aux fonctions du personnel. Où est-ce que ce personnel se retrouve? S'il se retrouve dans les sites où il interagit directement avec les partenaires, ou bien il se retrouve dans les sites qui sont hors, dans les sites où il n'interagit pas avec les partenaires, mais ils apportent un appui important dans le cadre de mise en œuvre, dans la gestion du programme. Donc, comme le rapport de dépenses, il y a un certain semblance quand il s'agit des titres des emplois, quand il s'agit des domaines de programme, où on aura la possibilité de rentrer. Quand il s'agit des domaines de programme, quels sont les différents domaines? Et aussi, il y a le salaire, les dépenses salariales et tout. Donc, tout les informations qui sont aussi déclarées dans le rapport de dépenses, il y a quand même une semblance sur ces différents aspects que je viens de mentionner. Maintenant, quel est le format et processus pour ce rapport d'inventaire? Il y a un formulaire qui doit normalement être téléchargé à partir de DTIM. On aura des précisions par rapport au formulaire parce que on ne peut pas utiliser les formulaires de l'année précédente et ce formulaire aussi sont catégorisés par différents modèles. Et on verra les 3 différents modèles. Pour l'inventaire, c'est un modèle par mécanisme. Et pour chaque individu, chaque employé, on renseigne ces informations sur un seul ligne. Même si l'individu se retrouve en train de mener les activités qui chevauchent. Donc, on verra où cet employé passe plus de son temps et plus de son effort pour mener les activités. Et c'est là où on va renseigner ces informations en utilisant peut-être, il y a une colonne de commentaires pour apporter plus de précision. Quand vous téléchargez le modèle pour inventorier cette ressource humaine pour la santé, vous ne devez pas modifier les informations. Vous ne devez pas modifier les colonnes, même ajouter ou bien supprimer. Et vous devez avoir un compte DTIM. On verra comment y avoir. Ceux qui ont déjà un compte DTIM, il y a quand même un délai. Si le compte n'est pas mouvementé, ça se déactive pendant une période, 95 jours. Il y a toute une moyen de validation des données. Dès qu'on renseigne les données, à un certain moment, il faut valider. Et quand on valide ces données, c'est en ce temps-là qu'on peut savoir où se retrouvent les erreurs. Donc, ce qu'on doit retenir pour cet inventaire pour l'exercice 2024, les partenaires des sous-bénéficiaires, normalement, devaient aussi compléter cet inventaire
compléter un modèle, mais à la fin, c'est juste un seul modèle qui va être soumis par le bénéficiaire principal. Donc, le bénéficiaire principal doit maintenant consolider toutes les informations dans un seul modèle qui vont être téléchargés dans des teams. Donc, quelles sont les personnes concernées pour déclarer cet inventaire, pour faire cet inventaire? Quels sont les personnels, quels sont ceux qui sont concernés qu'on doit inventurer ou bien renseigner les informations qui le concernent? Ici, on voit tous les personnels, agents de santé, ceux qui sont impliqués dans la gestion de programme. Donc, ils ne sont pas au niveau du site, ils sont hors site, mais ils apportent un appui capital dans la réussite du projet, où ils reçoivent même les salaires, les allocations et même les bénévoles qui ne reçoivent pas les salaires, mais ils ont un paiement non monétaire. Mais ceux qui sont exclus sont les personnels qui sont facturés à partir de NECRA et les personnels du gouvernement américain. OK, on va passer au calendrier pour cette année. Vous verrez, des teams est déjà ouvertes à partir du 1er octobre. Et là, ça donne la possibilité qu'on peut déjà commencer à saisir les informations. Mais sinon, c'est toujours bien d'avoir des comptes. On demande des comptes pour ceux qui vont renseigner ou bien compléter ce rapport pour la première fois. Ils doivent d'abord avoir un compte. Et il y a tout un délai. Le délai, c'est le 15 novembre pour ce 4e trimestre. Et après ce délai, il y a toute une ouverture le 22 et il y a le 2 décembre, ça c'est une fenêtre pour nettoyer les données et on peut déjà télécharger les données nettoyées le 13 décembre. Mais est-ce qu'on doit attendre le délai de 15 novembre avant de renseigner les informations? Mieux, on commence le plus tôt possible, rassembler les informations, télécharger d'abord le modèle approprié, rassembler les informations qu'il faut et le télécharger. S'il y a des erreurs, on cherche de corriger. On n'attend pas la veille, le 14 novembre, pour soumettre. Et quand il y a des soucis, on commence à chercher comment le corriger et ça peut amener un partenaire de mise en œuvre de ne pas respecter le délai. Donc, voilà qu'est-ce qu'il faut pour remplir. J'ai un peu mentionné au début, il faut une copie de modèle d'inventaire qui est téléchargée dans des teams. Il y a des orientations sur ce site qui expliquent comment compléter les informations, s'il y a des erreurs et tout. Mais à l'interne, pour chaque organisation, il faut déjà rassembler un certain nombre d'informations à l'interne. Donc, quand il s'agit de payes, des dossiers de personnel et tout. Et il y a le compte de DTIM qui est capital. Il faut avoir un compte de DTIM qui va vous permettre de télécharger les informations et le soumettre le moment opportun. N'oublions pas que c'est le bénéficiaire principal qui doit télécharger les informations. On aura la possibilité de revoir quels sont les différents composants de ce rapport, de cet inventaire. OK. Il y a une vérification des connaissances. Là, on peut répondre rapidement en utilisant la boîte de dialogue. Et voilà la question, quels mécanismes doivent remplir et soumettre l'outil Excel sous l'inventaire des ressources humaines? Si vous pouvez répondre, tous les mécanismes. Merci beaucoup. Tous les mécanismes qui font les rapports de dépenses et qui ont
et des dépenses associées aux appropriations, parce que normalement, pour enseigner les rapports de dépenses, ça c'est sous la base d'un plan de travail bel et bien approuvé. Donc, chaque mécanisme. OK, voilà une autre question. Vérification des connaissances. Quel type de personnes doivent être inclus? Partenaires principaux, sous-bénéficiaires, personnel de gestion de programme, personnel clinique, autres personnels, tout ce qui précède. Très bien. Donc, chaque personnel qui apporte un appui dans le cadre de mise en œuvre d'un programme PEFA, d'un mécanisme PEFA, normalement, on devait renseigner ces informations dans ce rapport d'inventaire. OK. Troisième, vérification des connaissances. Le personnel travaillant pour des partenaires sous-bénéficiaires doit-il déclarer dans l'inventaire des ressources humaines? Ah oui. Donc, les personnels des sous-bénéficiaires doivent être déclarés dans le modèle dont le sous-bénéficiaire doit aider pour renseigner les informations où ils ont des soucis. Il faut qu'ils soient accompagnés par le bénéficiaire principal. OK. Vérification de connaissances. Quand les partenaires peuvent-ils commencer à soumettre le modèle d'inventaire des ressources humaines pour l'exercice 2024 dans Dating? Quand est-ce qu'ils peuvent commencer? Très bien. On a le calendrier, on a parlé de 1er octobre. Merci beaucoup. À partir de 1er octobre, donc Dating est déjà ouverte. OK, on va rentrer rapidement dans la présentation des éléments principaux de ce modèle d'inventaire. Donc, ce modèle d'inventaire désigne... donc, il existe un modèle pour chaque unité d'opération. Donc, il y a 3 différents modèles. On aura la possibilité de voir les 3 différents modèles concernent quel pays. Et pour chaque modèle, il y a d'abord la page de couverture, il y a la liste des personnels et un calculateur. Donc, vous n'aurez pas besoin d'un calculateur pour l'équivalent de temps plein. Donc, le temps passé, on peut dire le temps moyen passé par chaque employé dans le cadre de mise en œuvre, le temps moyen par mois passé par chaque employé dans la mise en œuvre du projet. C'est un chiffre entre 0 et 1. On aura la possibilité de voir comment ça se passe. Mais ce qu'on doit retenir ici, il y a quand même ce calculatrice, ça fait partie d'un feuille que vous n'aurez pas besoin de taper, utiliser les calculatrices pour sortir les informations, mais pour renseigner les informations dans les cas qui concernent le personnel en question et cette feuille va ressortir automatiquement son équivalent de temps plein. Et ce qu'on verra, c'est la page de garde ou bien page de couverture. Normalement, c'est le bénéficiaire principal qui doit renseigner toutes ces informations. C'est obligatoire pour le bénéficiaire principal, mais pour le sous-bénéficiaire, ils peuvent le renseigner même s'ils ne le renseignent pas. Mais où c'est capital que le sous-bénéficiaire doit renseigner, c'est la liste de personnel. Donc, la page de couverture, ce sont les questions un peu générales qui sont posées, l'unité d'opération, le pays, il y a un identifiant unique qu'on aura besoin et tout. Mais c'est que tout le monde, y compris bénéficiaire principal et sous-bénéficiaire, normalement doit compléter, c'est la liste du personnel.
Et là, c'est à peu près, c'est tout un grand nombre de questions, dans peut-être 22 questions à répondre, où on doit déclarer le titre de personnel, le mot d'embauche et les dépenses du personnel qui sont liées. Mais pour le calculateur d'équivalent de temps plein, ça c'est juste une feuille qui vous permet aussi de renseigner un colonne dans ce document, dans ce rapport. Donc, on peut avancer. Je vous présente la page d'ouverture. Normalement, devait être renseignée par le bénéficiaire principal. Et quand il s'agit de numéro identifiant, si on pense s'il n'y a pas, si l'utilisateur n'a pas un numéro identifiant, là, il faut saisir un 9 fois. Et si l'utilisateur n'est pas tenu d'avoir un numéro identifiant unique, il faut renseigner 9 fois. Donc, c'est vraiment important que toutes les informations qui se retrouvent, c'est important de renseigner tous les champs qui se retrouvent dans ce page de couverture. Si on ne renseigne pas, le moment pour télécharger ce rapport, il aura des problèmes. Vous ne pouvez pas le télécharger et vous ne pouvez pas le soumettre dans DTIM parce qu'il y a des champs qui ne sont pas renseignés. Quand il s'agit de liste de personnel, voilà comment ça se présente. Et il y a plusieurs lignes qu'on aura la possibilité d'aller ligne par ligne. Comment le renseigner? Mais ce qu'on doit retenir pour chaque personnel, c'est un seul entrée. On doit renseigner pour chaque personnel une fois. Et tous les champs doivent être complétés. Si on n'est pas s'il y a un champ qui n'est pas complété, ça va aussi poser problème pour soumettre les informations dans des teams. Et pour faciliter la complétude de ce différents champs, il y a des listes déroulantes où on clique et on choisit les informations appropriées pour renseigner ce rapport. Donc, on rend la tâche très, très facile où il y a différentes options, différentes informations pour les champs qu'on n'a pas besoin de leur renseigner manuellement. Donc, c'est juste choisi dans la liste déroulante. Il y a quand même certaines informations pour cette année qu'on les a bafouées. On renseigne ces informations avant par rapport à l'année dernière. Ici, c'est il y a colonne numéro E, colonne E, où il y a une question si ce service, si le personnel interagit directement avec le bénéficiaire ou pas. Il y a un champ numéro H, où on parle de domaine de programme principal. On aura la possibilité, quand il s'agit de domaine de programme, qu'est-ce qui est domaine de programme? Il y a aussi le champ d'assistance technique, si le staff en question est aussi d'apporter une assistance technique. OK, donc voilà l'ordre des questions qui vont, que vous retrouvez qui vont être renseignées. Nombre d'enregistrements qui est facultatif jusqu'au dernier élément, les dépenses qui sont liées aux frais de salaire, ou bien, oui, les salaires, les frais non monétaires. Donc, dans ce champ, si je peux rentrer un peu, dans ce champ, vous verrez, il y a
certaines questions qui sont nouveaux. Il y a d'autres qu'on a raffinées, on a réorganisé et tout. Il y a d'autres qui n'ont pas changé. Donc, pour le détail, on verra dans les prochaines diapos quand on va chercher à voir comment inclure, comment renseigner le formulaire. Mais sinon, il y a aussi des parties où on a élargi juste pour éviter que dès qu'on veut choisir, par exemple, le titre, on tombe directement pour chercher autre. Et quand on cherche maintenant autre, ça fausse les données et ça ne donne pas les informations précises par rapport au staff qui a intervenu ou bien par rapport au travail de staff concerné. Mais il y a aussi un nouveau champ qui concerne DREAMS. Il y a pour les domaines de programme principal, il y a des révisions. On aura la possibilité de revoir un peu en détail. Quand il s'agit de personnels gouvernementaux ou bien ceux détachés auprès du ministère de Santé, on aura la possibilité de revoir aussi quelles sont les modifications, où se trouve le staff, le poste de staff, où il est basé. Il y a quand même, on a élargi, on aura la possibilité de voir tout ça dans les prochaines diapos. Maintenant, on commence avec la complétude, comment renseigner les différents champs dans ce modèle d'inventaire de ressources humaines pour la santé. Il y a le premier champ, c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire de renseigner parce qu'on ne demande pas ce n'est pas obligatoire de renseigner tout court. Maintenant, on doit distinguer si l'employé travaille chez le sous-bénéficiaire ou bien chez le bénéficiaire principal. Normalement, on peut avoir un cas comme cela. Si l'employé travaille au bénéficiaire principal et même moment chez le sous-bénéficiaire, normalement, son employé, qui est l'un des champs qu'on doit remplir, c'est chez le bénéficiaire principal. Et quand il s'agit de sexe, normalement, on doit renseigner, choisir le genre qui est reconnu de travailleurs en ce qui concerne le programme de PEPFAR. Donc, ça, si c'est soit c'est homme, femme, transgenre et tout, donc on doit, si c'est ça qui est reconnu dans le programme, c'est ce que vous devez aussi utiliser pour renseigner ce rapport. Maintenant, on passe, il y a un champ où on doit aussi, il y a le colonne E, où on doit renseigner si le staff interagit directement avec les bénéficiaires. Et là, c'est à partir de son travail qu'on peut voir si où se trouve ce travail ou bien que fait ce staff en question. Parce que si ceux qui sont engagés dans la gestion de programmes, qui sont au bureau, qui n'interagissent pas directement avec les clients, avec les patients, ou bien les bénéficiaires, pour cela, pour ce champ, ça va être non. Mais si le staff en question interagit directement avec le partenaire, peut-être c'est un agent de santé qui est posté dans une communauté, qui interagit directement avec les bénéficiaires, ou bien c'est un infirmier qui est impliqué dans une activité de dépistage ou bien soins et traitement qui interagit directement avec les partenaires. Normalement, on doit renseigner. Mais on va passer à la prochaine élément, c'est intitulé de poste. Ici,
il y a quand même une liste déroulante qui démontre tout. Il y a cette liste déroulante et ce sont les titres alphabétiques de A jusqu'à Z. Et là, on doit sélectionner l'emploi qui donne plus de précision par rapport au rôle de chaque individu. Donc, qu'est-ce que ce staff fait? On peut avoir un docteur, mais ce docteur se trouve dans un site où il coordonne les activités de d'autres personnels de santé sur ce site. Donc, il est là peut-être comme site lead, il est là comme gestionnaire de site et tout. Donc, quand on va renseigner son titre, quel sera son intitulé de son titre? Son intitulé de son titre n'est pas la formation que le docteur a fait, mais le rôle que ce docteur joue sur le site. Donc, l'appui est sous l'emploi actuel. Ce n'est pas le diplôme qu'on tient compte quand il s'agit de titres d'emploi. Voilà les différents titres qui sont disponibles. Dans cette liste de Roland, il y a des titres, les titres pour les agents de santé de clinique, les auxiliaires. Ici, on voit les deux premières colonnes sont ceux qui interagissent directement avec les bénéficiaires et autres personnels, ceux qui sont là pour appuyer la mise en œuvre. Ils se retrouvent au site. Ça, c'est la même liste. OK. Là, on va passer à la vérification des connaissances. Rapidement, si vous avez un médecin de formation, mais cette personne travaille pour votre programme en tant que conseiller technique pour le soin et le traitement du VIH. Devez-vous sélectionner médecin ou bien conseil technique comme titre d'emploi? Conseil technique, conseil technique, conseil technique. Merci beaucoup. Formidable. Donc, on va choisir conseil technique. Quand il s'agit de programme DREAMS, là, vous devez choisir oui ou non et le titre d'emploi qui décrit le rôle de responsable. Maintenant, quand il s'agit de domaine de programme, vous devez choisir, il y a ceci, c'est les domaines de programme. Quand il s'agit de domaine de programme, ici, on verra si c'est soit la prévention, soit c'est dépistage, les activités socio-économiques, soit et traitement, qui sont les activités qui sont domaine de programme au niveau du site. Et il y a d'autres, un domaine de programme hors site et l'autre, c'est la gestion de programme. Donc, on doit, selon le travail, selon l'activité, l'appui apporté par le staff, là, ça va permettre de sélectionner ou sélectionner le domaine de programme approprié pour ce staff. Mais sinon, on peut se référer au guide qui se retrouve dans des teams pour les guides et orientations qui se retrouvent sur des teams. Mais ce qu'on doit retenir quand il s'agit de domaine de programme principal, ici, on voit ceux qui aident soit dans la planification, la coordination, la gestion de travail. Dans cette catégorie, on peut retrouver les conseils techniques, on peut retrouver
les comptables, les personnels administratifs qui appuient la mise en œuvre des programmes. Donc voilà les différents titres quand il s'agit de domaines de programme. Au niveau du site, voilà les différents domaines. Prévention, là on peut voir, il y a la mobilisation communautaire, programme de préservatifs et tout. Quand il s'agit de socio-économique, les activités socio-économiques, il y a aide à l'éducation et tous les autres. Donc, normalement, on doit se référer. Quelle zone d'intervention l'activité du personnel? Là, ça peut facilement aider de choisir avec des précisions le domaine de programme. OK. Là, c'est le domaine de programme. Mais ce que moi, j'aimerais que vous partagiez rapidement avec vous, c'est quand il s'agit d'un travailleur qui intervient sur plusieurs domaines, comment est-ce qu'on gère son cas? On peut avoir un staff, un infirmier qui passe 3/4 de son temps au service de traitement et un quart au service de dépistage de VIH. Donc, si ces dépenses annuelles s'élèvent à $2 500, comment renseigner ce ligne? C'est vraiment important. Comme ce personnel passe déjà 3/4 de son temps au service de soins et traitements, normalement, le domaine de programme principal va être soins et traitements. Et là, vous pouvez, dans le colonne de commentaires, faire les commentaires par rapport à ce staff, par rapport au travail de ce staff. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prendre ces dépenses de $2 500. Là, on est 4. On met 3/4 sur une ligne pour soins et traitements et on crée une autre ligne, on met dépistage, on met 1/4. Pour chaque staff, c'est une seule ligne, on renseigne toutes les informations. Mais où est-ce que ce staff passe la plupart de son temps? Parce que si la personne intervient sur plusieurs domaines de programme, donc on va renseigner où il passe la plupart de son temps et dans le commentaire, il faut apporter des précisions. Il faut ajouter d'autres informations qui peuvent aider la compréhension de ceux qui vont utiliser cette donnée. Mais sinon, quand il s'agit d'équivalent temps plein, dans cet exemple, on voit déjà que cet infirmier travaille à temps plein. Si l'infirmier travaille déjà à temps plein, donc normalement, son équivalent temps plein est 1. Donc, tous les staffs qui travaillent en temps plein dans le cadre de mise en œuvre de différents mécanismes de PEFA, normalement, leur équivalent temps plein, c'est 1. Dans ce cas, on n'a pas besoin de rentrer dans la calculatrice pour commencer à taper pour ressortir son équivalent temps plein. Et là, ça peut vous faire gagner le temps. Mais où il faut faire ce calcul, c'est quand le staff, peut-être il intervient, même s'il intervient en temps plein, mais entre-temps, ils n'ont pas travaillé normalement. Il y a une variation dans le temps. Un mois, ils ont travaillé un nombre de heures et un autre mois, il y a quand même une variation. C'est en ce temps-là que ce calculateur d'équivalent de temps plein vont vous aider pour ressortir ce composant. OK. Quand il s'agit d'assistance technique, ça peut arriver que l'appui principal d'un employé, c'est l'assistance technique. Et ici, le personnel n'interagit pas directement avec les partenaires. Donc, on doit toujours prêter attention parce que si, où on dit
est-ce que le personnel interagit avec les partenaires, avec les bénéficiaires? On dit oui. Et si au niveau où il y a l'assistance technique qui est l'activité où le personnel passe plus de son temps, vous voyez qu'il n'y a pas de concordance. Donc, l'assistance technique, c'est pour renforcer soit le système de santé, soit c'est une activité hors site. Et ce n'est pas aussi correct pour dire ce staff interagit avec les bénéficiaires parce que pour ceux qui interagissent directement avec les bénéficiaires, ce sont les activités qui se passent sous le site. Soit c'est la prévention, soit c'est le dépistage, soit le traitement ou bien les activités socio-économiques. OK. Il y a aussi le mode d'embauche qu'on doit aussi renseigner. Soit c'est un salarié, il est sous contrat ou bien c'est un bénévole. Et cela, on peut... Cela, quand c'est un salarié, donc ça veut dire c'est un employé, soit il est de bénéficiaire principal, soit il est de sous-bénéficiaire, qui reçoit un salaire ou bien un traitement mensuel. Et les contrats sont définis comme les numérations qui sont financées par PEFA. Par le biais d'un contrat, il y a un contrat qui est signé avec le travailleur qui apporte un nombre de prestations. Mais quand il s'agit de rémunération non monétaire, là, on voit ici, c'est les travailleurs qui ils reçoivent un financement qui est non monétaire dans le cadre de mise en œuvre de projets PEFA. Ici, on voit, ce sont les bénévoles. Et les articles, eh bien, les biens qu'ils reçoivent, c'est pour leur usage personnel. Ce n'est pas quand on donne un cadre téléphonique qui va aider un bénévole dans le cadre de mise en œuvre des activités pour appeler les bénéficiaires et tout. Là, ce n'est pas ce n'est pas pour son usage personnel, mais c'est plutôt pour aider dans le cadre de travail. OK, on va parler du personnel du ministère de la Santé. Avant, il y avait 3 colonnes pour renseigner, soit l'individu, le staff est officiellement désigné comme personnel au niveau de la santé, ou bien il est détaché par PEFA ou bien aucune autre option. Mais dans cet inventaire pour l'année fiscale 2024, là, il y a 4 options. Soit ce personnel, soit celui qu'on est en train de renseigner l'information, ne rentre pas dans cette catégorie du personnel du ministère de la Santé, où on est renseigné non, ou bien il est personnel du ministère de la Santé, ou bien il est détaché dans une autre ministère, soit éducation, finance, une autre entité gouvernementale. Là, on peut, il y a ce champ autre personnel non MOH. OK. Là, on doit parler de mois de travail. Ici, comment renseigner ces informations? Il faut indiquer juste le nombre de mois pendant lesquels le travailleur a porté un appui dans le cadre de mise en œuvre du programme PEFA, du projet PEFA. Et ceci couvre l'exercice 2024, donc 1er octobre 2023 et 30 septembre 2023. Donc, ce sont les dépenses liées à... C'est le mois passé dans ce rôle. Et si l'employeur travaille une partie du mois, il faut compléter les semaines travaillées. Ce n'est pas nécessaire de compter des jours. Si un médecin travaille à 3 semaines dans un mois,
Donc, ça veut dire on peut compter comme 3 quarts, bien 0,75 équivalent temps plein. Il n'est pas nécessaire de soustraire les jours de congé. On n'enlève pas les jours de congé quand il faut calculer le mois de travail au cours de l'année. Parce que les congés sont inclus comme jours travaillés. OK, en ce qui concerne l'équivalent temps plein par mois, j'ai bien renseigné, il y a tout un, j'ai bien expliqué, il y a tout une feuille qui aide ce calcul. On doit rentrer un chiffre entre 0 et 1 et rapporter sous forme décimale. Dans l'exemple de travailleurs qui travaillent 3 semaines dans un mois, on a parlé de 0,75, 3 quarts. Et quand c'est 1, donc le travailleur il a travaillé en plein temps pendant le mois en considération. Si c'est un staff qui travaille en plein temps et qui c'est un staff qui est censé travailler en plein temps, mais qui, au cours de mois, n'a pas travaillé plein temps, là, c'est vous devez rapporter 3 quarts. S'il n'a pas, et vous devez rapporter l'équivalent de temps passé. Mais si cet employé n'a pas travaillé durant tout le mois parce qu'il a pris les jours de congé, son équivalent temps plein, c'est 1, parce que le temps de congé est aussi compté comme, ou bien les jours de congé sont aussi comptés comme les jours travaillés. Voilà l'exemple de calculateur équivalent temps plein. Il y a 4 scénarios qui se présentent. C'est à vous d'apprécier selon les heures de travail pour chaque semaine. Les heures de travail, soit c'est 40 heures, mais si vous avez chancé que dans votre heure de travail par semaine, c'est 36 heures, c'est ça que vous devez utiliser pour enseigner dans, dans la feuille ou bien le cas associé. On aura la possibilité de voir chaque cas, comment ça se présente. Donc, voilà comment voilà l'aperçu de calculateur d'équivalent temps plein. C'est 4 modèles différents, comme on a vu dans le diapo précédent. Ces différentes options sont présentées. Je sais que dans ce diapo, c'est un peu clair. Voilà pourquoi je reviens sur ce diapo. Ici, la première option, c'est les heures de travail soutenues qui restent généralement constants chaque semaine. Si vous traitez le cas d'un employé où ses heures de travail n'ont pas changé chaque semaine, vous utilisez option 1. Si pour un employé où son travail reste généralement constant chaque mois, ou bien le temps passé reste constant chaque mois, peut-être c'est un travail, comme on a cité dans cet exemple, c'est un gestionnaire qui gère le cas 50 heures chaque mois, toute l'année. Donc là, c'est un individu où son temps est fixe. Chaque mois, il passe 50 heures. Dans le premier cas, un infirmier, il travaille 20 heures chaque semaine, toute l'année. Donc, le temps est fixe. Là, si son temps est fixe chaque semaine, on peut utiliser le premier cas. Si son temps est fixe chaque mois, c'est deuxième espace qu'on va utiliser. Mais si ça arrive que ces heures de travail varient, ça c'est le troisième cas. Et quatrième cas, si ça arrive que le mois de travail varie, ça c'est le quatrième
cas. Donc, pour chaque employé, vous devez apprécier sa situation et rentrer sous ce feuille de calculatrice, le calculateur d'équivalent en temps plein pour savoir où il faut renseigner. Et comme vous voyez, première place, c'est les heures de travail sont constantes chaque semaine. Deuxième, parce que vous voyez, il y a 1, 2, 3 et 4. Comme vous voyez, c'est un peu élargi. Ça, c'est le premier cas où les heures de travail sont généralement constantes chaque semaine. Si les heures de travail sont généralement constantes chaque mois, il y a un deuxième cas et sur le site, comme j'ai présenté. Et cela va vous aider de sortir équivalent en temps plein. Ce n'est pas à vous de rentrer dans une calculatrice pour chercher à voir les chiffres appropriés pour enseigner. Et voilà ce que on doit noter quand il s'agit de ceux qui travaillent dans les communautés. Parce qu'il y a tout un colonne, on demande si colonne G, si l'employé travaille principalement dans les communautés. Ici, ceux qui travaillent au niveau communautaire sont les agents de santé, les pairs éducateurs, pairs navigateurs, les mobilisateurs, facilitateurs communautaires et tout. Donc, ils passent le temps dans ces communautés, dans la mobilisation sociale, éducation, de santé et tout. Donc, voilà les personnes. Si c'est lui qu'on est en train de renseigner ces informations, rentre dans cette catégorie, c'est là où on va choisir oui. Mais si il ne travaille pas au niveau communautaire, donc on va renseigner non. Il y a aussi les personnels itinérants, donc ceux qui travaillent sur plusieurs sites. On doit aussi choisir s'ils interviennent sur plusieurs sites. On peut avoir peut-être un infirmier qui fournit des activités régulièrement dans le soins et santé, dans plusieurs centres de santé. Donc ça, c'est un exemple de personnel, de personnel itinérant. Mais si un agent de communauté qui se retrouve dans une communauté, qui doit sillonner toute cette communauté pour mener ses activités, on ne peut pas aussi le considérer comme un personnel itinérant. OK. Où se baser le poste de travail? Soit c'est un poste qui est hors de pays, hors unité opérationnelle, ou bien c'est au niveau national du pays, ou bien c'est au niveau de communauté, ou bien c'est au niveau de centres de santé. Donc, on doit choisir. La plupart des staffs, normalement, vont se retrouver soit au niveau national, où il y a la coordination, ou bien se retrouvent au niveau, au niveau communautaire, où il interagit directement avec des patients ou bien des bénéficiaires. OK. Ça, c'est juste l'exemple. On peut dire unité d'opération. Unité d'opération peut être un pays, une région, unité sous-nationale. Ça dépend de la structuration du système de santé dans les différents pays. Donc, voilà, quand il s'agit d'unité d'opération, ou bien unité opérationnelle, surtout, on va parler beaucoup de pays. Voilà le cas, unité opérationnelle Malawi. Maintenant, il y a au niveau communautaire et maintenant les installations, les sites ou bien établissements de santé. On a parlé de modèles de rapport pour cet inventaire de ressources humaines pour la santé. Il y a 3 modèles. Donc, il faut toujours choisir le modèle approprié. Premier modèle, c'est pour les pays comme Botswana, Cameroun, RDC, Zimbabwe et tout.
Deuxième modèle, Angola, Côte d'Ivoire, Sud-Soudan. Et troisième modèle, c'est pour les régions. Il y a quand même des différences. Quand vous voyez, il y a un colonne pour unité de santé prioritaire et communauté qui est combinée pour le premier modèle. Et ça répond aux spécificités de chaque pays. Modèle 2, cet champ est séparé et sur le site. Donc, cherchez le modèle approprié à votre région. Mais ce qu'on doit savoir, il faut compléter ces informations au niveau approprié, précis, avec toutes les précisions qu'il faut. Il faut aussi apporter les précisions par rapport l'emplacement du travailleur, où il passe la plupart de son temps pour travailler, pour mener différentes interventions. Dans ce colonne, il y a un peu, si on prend par exemple option 1, là on va discuter rapidement. Quand un staff se trouve hors de l'unité d'opération, donc peut-être il est basé aux États-Unis, mais il porte l'appui au programme en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou bien à RDC. Donc, forcément, cet individu qui est basé aux États-Unis ne peut pas intervenir sur plusieurs sites. Il n'est pas un travailleur itinérant. Il n'intervient pas au niveau unité, au niveau national, même dans les communautés ou bien dans les installations. Mais quand il y a, pour ceux qui sont basés au niveau national, qui sont les militaires, ils ne peuvent pas aussi être comme il ne peut pas être comme les staffs qui travaillent sur plusieurs sites. Ils se retrouvent au niveau national et ainsi de suite. Il y a quel modèle est approprié. On a dit utiliser la boîte de questions et réponses pour toutes les questions. S'il vous plaît, n'utilisez pas la boîte de dialogue pour des questions. Là, on ne peut pas se retrouver facilement. On ne peut pas se retrouver facilement. Utilisez la boîte de questions et réponses. La question sous le modèle approprié pour le Togo, notre collègue va répondre à vos questions comme d'autres questions que vous avez pour cette présentation. OK, là, on avance rapidement pour vérification des connaissances. Pour les travailleurs communautaires non rattachés à des établissements spécifiques, comment répondez-vous à la question? Le personnel travaille-t-il ou soutient-il plusieurs sites? C'est oui ou non. Vous allez utiliser la boîte de dialogue pour répondre à ces questions. Ici, il s'agit des travailleurs communautaires non rattachés à des établissements spécifiques. Comment répondez-vous à la question? Le personnel travaille-t-il ou soutient-il plusieurs sites? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui? Non. Celui-là travaille uniquement dans la communauté, donc il n'est pas rattaché à un établissement de santé. OK. On va faire un petit résumé. Quand il s'agit de lieux de travail, ceux qui sont hors site ou bien au-dessus du site, ce sont ceux qui sont impliqués dans la gestion de programmes ou bien ils sont soit c'est la suivi, évaluation et d'autres aspects qui appuient la mise en œuvre des activités. Mais quand il s'agit de lieux de travail communautaire, personnel itinérant, les installations, ici, principalement, ce sont les activités sous le site. Au site, il s'agit des activités de prévention, de dépistage, les activités socio-économiques et soins et traitements.
OK, tous les groupes de bénéficiaires sont 7, comme dans le rapport de dépenses, population non ciblée et 7e et militaire. Et les détails de chaque groupe, chaque bénéficiaire, on peut se retrouver dans ce manuel d'inventaire qui vont donner beaucoup de précisions par rapport à cet aspect. Mais l'employé qu'on est en train de renseigner ces informations peut aussi intervenir quand il s'agit de réponse à une épidémie comme Covid, Ebola, choléra et tout. Si l'employé qu'on est en train de renseigner ces informations a aussi intervenu, ici, on doit charger oui. Mais s'il n'y a pas intervenu, ou bien apporter une contribution en réponse à une urgence de santé publique, là, on va mettre non. OK, on tire le dernier élément de cet inventaire où on doit renseigner les dépenses de salaire. Mais ce qu'on doit noter dans cet inventaire, on ne renseigne pas les salaires annuels. Donc, tout ce que est salaire annuel. Mais ce salaire est scindé en 3 parties. Il y a les dépenses annuelles. Et ici, ce sont les dépenses hors frais annexés, hors dépenses non monétaires, que on peut considérer, par exemple, sont les salaires nets ou bien rémunération nette. Maintenant, dépenses annuelles du PFA et dépenses non monétaires. Là, on aura la possibilité de rentrer un peu en détail pour voir pour chaque élément. Parce que quand on parle de dépenses annuelles de PFA hors frais, il s'agit de quoi? Ça, ce sont les dépenses pour la rémunération individuelle du personnel et en l'exclusion des dépenses accessoires non monétaires. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Tout salaire, traitement, frais contractuels, les allocations et toutes dépenses. Et n'oublions pas que toutes ces dépenses doivent être déclarées en dollars, mais pas en monnaie locale. Et ce sont les dépenses courant la période 1er octobre 2023 et 30 septembre 2024. On passe prochaine colonne. C'est colonne AA. Ça, ce sont les fringes ou bien les dépenses annexées. Ici, ça couvre quoi? Les avantages sociaux et tout. Et normalement, c'est en dollars. Et pour la période du 1er octobre au 30 septembre. Maintenant, on va juste faire un petit un aperçu des dépenses annexées, les coûts qui sont inclus, les coûts qui sont exclus. Et vous aurez la possibilité de revoir tout ça en détail, mais ce qu'on doit noter quand il s'agit de coûts qui sont inclus, pour ces dépenses annexées, il y a des avantages sociaux, les avantages sous la forme de cotisation, soit ces dépenses de l'assurance des employés, assurance contre le travail, contre l'accident et tous les autres coûts liés. Maintenant, quels sont les coûts qui sont exclus? Les primes en espèces, les rémunérations basées sur la performance et tous les autres. Donc, ça, ce sont les coûts qui sont exclus. Maintenant, il y a des dépenses non monétaires. Ici, c'est un appui pour la mise en œuvre de programmes où les personnels ne reçoivent pas des compensations monétaires, mais ils reçoivent soit les articles ménagers, les cartes téléphoniques, les vêtements. Mais ça, c'est pour leur usage personnel. Ça, ce sont
les dépenses qu'on considère dans cette catégorie. OK, voilà un petit résumé des différentes dépenses. Et quand il s'agit de salariés, qu'est-ce qui est renseigné? Il y a deux éléments qui doivent être renseignés, dépenses salariales et les frais sociaux, bien les avantages sociaux. Et quand il s'agit de travailler, un travailleur salarié avec peut-être une allocation supplémentaire, c'est deux colonnes qui sont renseignées. Mais si un travailleur salarié reçoit un montant, une allocation supplémentaire et au même moment aussi, peut-être il reçoit un montant non monétaire, là aussi, on doit renseigner les trois colonnes. OK, quand il s'agit de contrat, vous avez la possibilité de revoir tous ces différents éléments. Je pense qu'on peut passer aux séances de questions et réponses juste après 1 heure de la présentation. Donc, je repasse la parole à Nancy pour qu'on peut prendre quelques questions. Nancy, it's time for questions and answers. Oui, nous n'avons pas de questions maintenant, mais merci à Risa pour répondre à des questions sur la chat. Mais si les participants vous demandez les questions, ils peuvent utiliser la boîte de Q&A maintenant. S'il n'y a pas de questions, moi, je pense qu'on avance. J'espère qu'ils comprennent ou bien je suis trop vite. Il y a des éléments que vous voulez qu'on rebondisse. C'est aussi le moment de réagir. Sinon, vous aurez ce diapo. Nancy va aussi parler quand ils vont, ce diapo va être partagé. Mais sinon, on peut continuer la présentation. On va rentrer dans un démonstration d'inventaire de ressources humaines pour la santé. Il y a des cas, des scénarios qu'on va regarder rapidement. Qu'on va rentrer rapidement. S'il vous plaît, il y a des questions. Moi, je pense que utilisez la boîte de Q&A pour les questions, s'il vous plaît. Je peux m'avancer sur ce scénario. Ici, on parle de cas d'un conseiller de ressources humaines qui est détaché auprès du ministère de la Santé. Donc, on apprécie le cas et là, ça nous donne la possibilité de renseigner ces informations dans cet inventaire, d'un formulaire d'inventaire de ressources humaines pour la santé. N'oublions pas qu'il faut utiliser le bon modèle. Il y a 3 modèles disponibles. Utilisez le bon modèle pour renseigner ces informations, qui est vraiment important. Cette démonstration sont focalisées sur la liste du personnel. Donc, ce qu'on est en train de... Comment renseigner ces différentes informations? Ici, on parle d'un conseiller. Il est employé par un partenaire principal, mais détaché auprès du ministère de la Santé pour soutenir l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale en matière de ressources humaines pour la santé. Il travaille au bureau du ministère de la Santé dans la capitale. Au moins, on sait, son poste est situé au niveau national. Il travaille en plein temps toute l'année. Son équivalent temps plein, c'est combien? C'est 1. Il travaille en plein temps toute l'année. Ses dépenses salariales se sont élevées à 31 400 $. C'est en dollars, ces dépenses sont en dollars, pas en monnaie locale. Ces dépenses en excès s'élèvent à 5 430 francs CFA. Ici, ce sont les French. Donc, comment compléter ces informations? Parce qu'à partir de ce scénario, on peut apprécier un certain nombre d'informations. On parle
un employé, le conseiller est employé par qui? Bénéficiaire principal. Donc, même quand on voit une conseillère, donc ça veut dire que c'est femme, mais le sexe qu'on en a dit, c'est dans le programme, comment est-ce qu'on identifie cette personne. Mais ici, quand il s'agit de offre de services directement aux bénéficiaires, celui-ci est détaché auprès du ministère de la Santé. Donc, ce sont les prestations qui sont hors du site. Quel est l'intitulé du poste? Maintenant, il y a, comme je disais, c'est une liste déroulante qu'on peut choisir qui est le poste exactement occupé. Soutient-il principalement Dreams? Non. Domaine de programme. Si on rentre dans la description des scénarios, on a parlé de quoi? On a vu quelque part détaché auprès du ministère de la Santé pour élaboration d'une nouvelle stratégie nationale en matière de ressources humaines pour la santé. Donc voilà son domaine de programme ressources humaines pour la santé au-dessus du site. Est-ce qu'il fournit l'assistance technique? Oui, c'est un conseiller. Il apporte un appui dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie. Il travaille en plein temps dans son mode d'embauche. Il est salarié en plein temps. Voilà, il travaille en plein temps et ses dépenses salariales. Donc, son mode d'embauche, c'est un salaire. C'est salaire. Est-ce qu'il est personne du gouvernement détaché? C'est oui. C'est l'employé de bénéficiaire principal, mais détaché auprès du ministère de la Santé. Mois de travail, il travaille en plein temps. Hein? Il travaille en plein temps. C'est bien écrit dans ce scénario. Et son équivalent temps plein, c'est 1. Ça, là, on ne discute pas. Est-ce que l'activité menée, son activité est au niveau de communauté? Non. Et où est basé cet individu? Il est au niveau national. Quels sont ceux qui vont bénéficier de son travail? C'est population non ciblée. Et là, il faut renseigner son énumération. Son salaire rentre dans ce colonne de somme de dépenses annuelles, hors frais annexés et dépenses non monétaires de 31 400 $. Et deuxième, des dépenses annuelles, dépenses annexées annuelles, c'est 4 430 $. Ça, c'est scénario D. Donc, vous avez la possibilité, c'est combien de scénarios? C'est A, B, C jusqu'à F. Si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à combien de scénarios? Jusqu'à G. Donc, voilà les scénarios que vous pouvez apprécier et utiliser pour enseigner. J'ai juste utilisé un exemple. Là, vous aurez ce diapo et là, ça vous donne la possibilité de renseigner, d'étudier les différents scénarios et ça va vous aider pour remplir votre modèle d'inventaire. Donc, ce qu'on doit noter pour les travailleurs internationaux qui sont basés aux États-Unis, qui appuient les mécanismes, et pour ceux qui travaillent au niveau national, là, on les considère déjà comme ceux qui, les interventions n'est pas basées dans la communauté, ils sont hors site. Ils sont hors site et ils ne sont, pour les personnels itinérants,
Là, on voit beaucoup, c'est les staffs qui interviennent sur plusieurs sites, sur plusieurs établissements de santé. Donc, ça, c'est quand même une importante information que je pense qu'il faut retenir. On peut vérifier des connaissances. Vous employez un administrateur d'établissement qui supervise le personnel et gère le flux de travail, mais qui ne voit pas directement les clients. Cette personne sera-t-il déclarée comme prestataire de service ou bien non prestataire de service? Quand on dit prestation de service, on interagit directement avec les patients, avec les bénéficiaires. Non prestation de service, ce sont les activités hors site. Dans cette question, l'employé ne voit pas directement les clients. Donc, B, c'est la réponse. Je ne sais pas s'il y a des questions. On peut prendre quelques questions avant de passer sur le prochaine diapo. Dans le Q&A, je ne sais pas si Reza peut nous aider pour répondre à ces questions. Les organisations qui travaillent avec les bénéficiaires sont-ils considérées comme PR? Je ne sais pas si je peux répondre. Les organisations qui travaillent avec les bénéficiaires sont-ils considérés comme bénéficiaires principaux? Moi, je peux dire oui, je peux dire non. L'essentiel ici, c'est est-ce que l'organisation, est-ce que l'entité supporte les staffs directement qui travaillent avec les bénéficiaires? Si c'est ça le cas, oui. Si c'est ça le cas, on peut, si ils interagissent directement avec les bénéficiaires, donc oui, on peut, le bénéficiaire principal, comment dirais-je, on peut dire oui, le bénéficiaire principal peut travailler directement avec les bénéficiaires, comme les sous-bénéficiaires peuvent travailler. Ça dépend du mécanisme, comment c'est structuré, parce qu'on peut avoir les projets où le bénéficiaire principal travaille seul, il ne travaille pas avec les sous-bénéficiaires, et il ne travaille pas avec les sous-bénéficiaires, mais il doit toucher certaines couches de la population. Moi, j'en passe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va passer au prochain diapo. Présenter des rapports dans deux teams. Yeah, Raisa, I could translate the question. Let me just translate the question. The question is, do organizations, primes, can primes work directly with beneficiaries, with any beneficiary group? That is a prime partner. Prime partner work directly with the beneficiary groups. I say yes, there is a possibility, but you can equally add. The other question is, les frais d'assurance santé de chaque employé doit être assuré aux frais annexés. Yes, I think here we'll talk about health insurance for staff. Will it be considered as fringe? I think the answer is obvious, yes. So those are the two questions. I don't know if there's something you need to add, Riza. Over.
Risa, I don't know whether able you to can hear respond to me. the question? Risa, you came off of mute, but we didn't hear anything. Are you here with us? OK. En attendant que... Oui, Reza, oui, à vous. OK, là, je vais m'avancer. Présentation du DTIM, rapport en DTIM. Présentation dans DTIM, voilà le calendrier. DTIM est déjà ouverte depuis le 1er octobre et vous avez un délai pour la soumission des données. C'est le 15 novembre et comme je disais, n'attendez pas le 15 novembre pour télécharger vos rapports. Il faut le faire avant parce qu'au fur et à mesure que vous téléchargez le rapport, vous renseignez les informations, ça ne signale pas les erreurs. Les erreurs vont être constatées quand s'il vous plaît, quand vous renseignez les informations, ça peut signaler un certain nombre d'erreurs, mais quand il faut le télécharger, ça peut encore ressortir les erreurs. Les erreurs qui sont renseignées, qui sont ressorties au moment de renseigner, tu peux corriger rapidement, mais il y a d'autres que seulement quand tu vas renseigner, que tu peux, quand tu vas soumettre dans des teams, que ça va ressortir. Surtout quand il y a des champs vides que vous avez laissés. Et là, vous avez l'obligation de compléter tous les champs. Mais sinon, il y a une fenêtre ouverte le 2 pour le nettoyage des données. Et vous avez le 13 décembre. Ça, c'est la date limite de nettoyage et resoumission des données. Normalement, voilà les étapes à suivre. Voilà les étapes à suivre pour préparer ce rapport d'inventaire de ressources humaines. Il faut déjà commencer à avoir un compte ressources humaines pour la santé des teams. Il y a un deuxième niveau de vérification à travers Okta que vous allez utiliser pour vous connecter à des teams et télécharger votre modèle spécifique, le modèle qui correspond à votre unité d'opération, unité opérationnelle. Donc, vous allez télécharger, le compléter. Il y a 22 questions à répondre. Vous devez le compléter. Il y a une application HRH Processor que vous devez utiliser pour télécharger votre modèle, corriger les erreurs et là, vous pouvez soumettre vos rapports dans DTIM et attendez l'approbation parce que dès que vous soumettez le rapport, il y a quand même un message qui apparaît, qui montre que vous avez soumis avec succès, vous avez réussi dans la soumission de vos rapports, mais s'il y a des erreurs, ça va aussi aller. Vous devez aussi savoir le compte d'utilisateur de DTIM. Normalement, devait être mis à jour parce que après une période, ce compte est périmé et déactivé. Donc, vous devez demander un nouveau compte. À partir du 1er octobre, c'est possible. Et vous pouvez consulter cette diapo qui vont vous aider pour compléter, pour bien accéder à votre compte et pourquoi pas obtenir les informations qu'il faut. Ce qu'on doit, comme je parlais, depuis juin 2020,
24, 18, il faut qu'on soit précis. Il faut avoir un compte Octat. C'est une deuxième niveau de sécurisation des données qu'il faut avoir ce compte. Et sans ce compte, ce ne sera pas facile que vous pouvez accéder à votre compte DTIM. Parce que quand vous voulez accéder, on demande toujours, on va vous envoyer un code à travers votre compte qui vont vous donner la possibilité de vous connecter. Ce que vous devez savoir, s'il y a des soucis, si je rentre un peu sur ce site, s'il y a des soucis, si vous n'avez pas reçu un email de Octat pour réactivation, vous pouvez soumettre une requête sous ce lien pour une assistance technique. Donc, le compte, normalement, si vous n'êtes pas connecté au cours de 95 jours, le compte va se périmer et vous devez réactiver. Donc, vous rentrez à nouveau sur DTIM et contacter un administrateur qui est demandé de réactiver votre compte. Et là, ça vous donne la possibilité d'avoir un compte et maintenant procéder à l'utilisation. Donc, voilà comment télécharger le modèle de ressources humaines pour la santé. Donc, vous devez vous connecter à DTIM comme ça se présente. Et là, ça donne la possibilité de renseigner un certain nombre d'informations, le nom et le mot de passe pour accéder à votre compte. Ça, c'est étape 1. Étape 2, vous avez la possibilité de cliquer sur une icône, comme vous voyez inséré en haut à droite, en rouge, où ça va ouvrir une fenêtre qui va vous permettre d'accéder à cette app. On appelle ça HRH Processor, que vous allez cliquer pour accéder à des informations. Troisième étape maintenant, c'est où vous allez télécharger ces informations. Et pour télécharger, il faut toujours commencer par choisir votre unité opérationnelle ou le pays et l'année que vous voulez envoyer le rapport. Et là, vous avez la possibilité de télécharger les informations. Le formulaire pour compléter. Quand vous téléchargez pour télécharger ce modèle, voilà étape numéro 4 qui vont vous aider à télécharger. Et là, vous devez commencer à renseigner les différents champs. Pour éviter des erreurs, remplissez, il faut toujours remplir 2 pages. C'est 2 pages à remplir. Page de couverture et liste du personnel. Et pour compléter le modèle, suivez les informations décrites dans cette présentation. Le début, il y a des champs qui sont facultatifs au début. Jusqu'à la fin, il y a des commentaires. Si vous pensez qu'il y a des informations que vous voulez apporter à la connaissance de ceux qui vont utiliser ce rapport, c'est là où vous devez commenter. Surtout quand il s'agit des staffs qui interviennent sur plusieurs domaines de programme et vous pensez que vous avez renseigné juste le domaine où ce staff, bien l'employé, passe la plupart de son temps. Soumettre un modèle par mécanisme. Donc, toutes les informations doivent être
consolidées. Les informations de bénéficiaires principal comme les informations de sous-bénéficiaires doivent être renseignées dans un seul modèle et le soumettre. Page de garde, page de couverture, normalement, c'est le bénéficiaire principal qui doit compléter tous les champs et pour la liste des personnels, c'est le bénéficiaire principal et avec le sous-bénéficiaire qui doivent compléter cette information. Et après, si tout est bon, il faut aussi les télécharger. Donc, rentrez où le document que vous avez complété, les informations sont sauvegardées et à partir de là, vous pouvez le télécharger. Et il y a une évaluation de l'état de téléchargement. Si vous avez téléchargé avec succès, voilà le message qui apparaît. Mais s'il y a des problèmes, voilà, ils vont dire il y a des erreurs, il y a combien d'erreurs à corriger et tout, et vous devez corriger. Mais si vous ne corrigez pas, vous ne pouvez pas aussi le soumettre. Ce que vous devez savoir en ce qui concerne la validation des données, la validation de la qualité des données sont traitées lors de la téléchargement sous DTIM. Ces contrôles sont des contrôles logiques et de valeurs. Le modèle peut être téléchargé autant de fois que nécessaire pour corriger les erreurs. Donc, vous pouvez télécharger, mais n'oublions pas que vous ne devez pas modifier le modèle que vous avez téléchargé. Ne supprimez pas un colonne, ne supprimez pas une ligne. Donc, télécharger ce rapport n'attend pas le 14 novembre avant de le soumettre. Donc, il faut faire la soumission avant pour éviter le retard. Mais comme vous voyez, colonne H, quand il s'agit de domaine de programme principal, il y a tout un petit bouton en haut, en rouge, qui aide, qui donne un peu des informations, qui aide comment renseigner ce champ. Donc, si vous cliquez, ça peut vous aider pour renseigner domaine de programme principal. Et là, vous allez identifier si c'est la prévention, si c'est soins et traitements et tout, ce qui va avec. Donc, et ou bien ce sont les activités hors site, ou bien c'est la gestion de programme. Mais sinon, il y a une guide dans DTIM qu'on peut consulter pour qui peuvent aussi éclairer et donner un certain nombre d'orientations pour éviter des erreurs. Mais sinon, il faut au moins effectuer un contrôle qualité avant la soumission. Et là, ça va vous éviter aussi certaines frustrations. Et normalement, les valeurs sont, les informations sont en dollars. S'il faut renseigner les différents salaires, il ne faut pas renseigner en monnaie locale. Et surtout, il faut que tous les champs doivent être complétés. Parce que si il y a des champs incomplets, ça va déclencher un message d'erreur. Donc, il faut essayer de répondre, il faut essayer de, il faut essayer de compléter tous les champs en respectant les guides, comme on a discuté. Soumission de modèle final. Voilà comment on peut, si les informations sont bonnes, il faut déjà, il y a l'onglet qu'on peut cliquer pour la soumission de modèle final. Et s'il y a des erreurs, on ne peut pas le soumettre. Et dès qu'on clique sur le premier bouton, là, ça donne la possibilité
d'aller voir si nos soumissions sont OK ou pas. OK. On va passer à la vérification des connaissances. Ici, on dit, quand verrez-vous des messages d'erreur si quelque chose dans le modèle d'inventaire est mal saisi? Dès que vous saisissez les données dans le modèle, les erreurs affichent en rouge. Non. Lorsque vous essayez de télécharger vers l'application DTeam, vous verrez un message d'erreur. Oui. Vous ne serez informé des erreurs qu'une seule fois à la soumission examen par le personnel d'agence. Donc, les erreurs sont signalées pas quand on saisit les données, mais lors du téléchargement. Moi, je pense que c'est mieux d'apporter cette précision pour éviter les confusions. Vérification de connaissances. DTeam acceptera-t-il un modèle s'il y a des messages d'erreur en suspens? Non. Donc, s'il y a des erreurs, on doit le corriger avant de soumettre le rapport. Vous pouvez accéder aux différents conseils, donc sous DTeam. Il y a les guides PEPFAR, il y a des formations, comme on a signalé, que vous pouvez avoir des guides, vous pouvez avoir les orientations. Comment mieux télécharger, soumettre les données. Mais sinon, si vous avez des soucis techniques, il y a tout un service à votre disposition, à votre portée sur ce site, comme vous voyez. Vous pouvez envoyer une requête. OK. Mais sinon, si on rentre sous les ressources, deux ressources qui sont disponibles, il y a des guides PEPFAR, il y a des formations. Là, on peut facilement trouver présentation de l'inventaire, les définitions de certains mots, les rapports, modèle de rapport, liste des contrôles qu'on doit effectuer avant de soumettre et toutes d'autres questions. Et quand il s'agit de la création du compte et tout, donc toutes ces informations se retrouvent sur DTeam Index que vous pouvez consulter et ça va beaucoup vous aider pour déposer, bien faire préparer vos rapports. On va passer à l'étape suivante. Rapidement, on est déjà le 3 octobre. J'espère que vous avez déjà créé vos comptes Octat. Ceux qui ont besoin d'un nouveau compte doivent aussi, des teams, doivent créer leur compte. Sans un compte dans des teams, on ne peut pas soumettre le modèle de rapport sur des teams. On ne peut même pas accéder à ce rapport. Donc, s'il y a des questions concernant la formation, vous pouvez écrire. Voilà l'adresse email numéro 3. Mais si vous avez des soucis spécifiques au niveau pays, il y a des gestionnaires, des EOR qui peuvent vous aider pour apporter plus de précision. Mais sinon, commencez à rassembler toutes les données nécessaires. Les données, les dossiers des personnels, toutes les informations qu'il faut pour vous permettre de compléter ce rapport. Travaillez dans le délai. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour la toute première soumission. Il y a une fenêtre de nettoyage des données le 2 décembre et resoumission finale le 13
décembre. Essayez de respecter ce délai, renseigner les informations avec beaucoup de précision. Ça va aider la prise de décision, ça va aider, guider la planification. OK, moi je pense que ici, c'est la fin de cette présentation. On a la possibilité de prendre autant de questions. Merci beaucoup. À vous, Nancy. Oui, nous n'avons pas de questions maintenant, mais s'il y a des autres questions maintenant, c'est le temps pour demander les questions sur la boîte. Ah, voilà, nous avons une question de Kuzo pour vous. Dominique, pouvez-vous voir la question de Kuzo sur la boîte QAR? OK. Pour les personnels qui n'ont pas un contrat directement avec PEFA, mais traitent avec un intermédiaire comme FHI, est-il possible qu'ils remplissent aussi les données? Si je peux répondre, ou bien je donne la possibilité à Raisa s'il peut répondre, mais ce que moi je sais, quand il s'agit d'inventaire de ressources humaines de la santé, c'est ceux qui bénéficient du financement de PEPFAR, qui sont payés par PEPFAR, soit ils sont salariés, soit ils ont un contrat par rapport au travail effectué PEPFAR, dans le programme PEPFAR. Mais si c'est un contrat avec un intermédiaire, la question qui me revient, est-ce que cet intermédiaire gère un financement PEPFAR? Si cet intermédiaire gère un financement PEPFAR, oui. Parce que la même question revient s'il faut préparer un rapport de dépenses. Est-ce qu'il faut préparer un rapport de dépenses et inclure le financement qui vient des sources hors que de PEPFAR? Je vais dire non. Parce que même s'il y a des financements de VIH, peut-être de Gates, ce n'est pas inclus. Donc, c'est la même chose que je pense qu'on ne peut pas inventorer, faire un inventaire de personnel de l'intermédiaire qui ne reçoivent pas un financement PEPFAR. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Voilà, une autre question. OK, moi je vais répondre à chaud. Les bénéficiaires, les sous-bénéficiaires n'ont pas besoin de compte d'ETIM. Même si c'est pour le rapport de dépenses, même si c'est pour soumettre le rapport d'inventaire sur les ressources humaines de la santé. Parce que celui qui s'en charge pour télécharger ou bien soumettre les rapports dans DETIM, soit c'est rapport de dépenses, expenditure reporting, soit c'est inventaire de ressources humaines sur la santé, c'est le bénéficiaire principal. Mais le sous-bénéficiaire doit aussi fournir l'effort pour la préparation de ce rapport. Pour l'inventaire des ressources humaines pour la santé, pour l'inventaire des ressources humaines pour la santé, le sous-bénéficiaire aussi doit fournir l'effort pour compléter la liste du personnel à son niveau et partager ces informations avec le bénéficiaire principal pour la révision et la révision, consolidation et le télécharger dans DETIM.
Même si c'est le rapport des dépenses, là, on a fait un inventaire. Le sous-bénéficiaire aussi doit aussi préparer son rapport. S'il dépense moins de 25 000 $, le bénéficiaire principal peut les appuyer pour préparer leur rapport. Mais tout cela doit être envoyé auprès du bénéficiaire principal pour la révision, pour l'assurance de qualité, avant de le soumettre dans DTIM. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. OK. Oui, je pense que c'est tout. Merci, Dominique et Rissa. OK. Donc, merci à nos participants pour le temps qu'on a passé ensemble. J'espère que ça va aider dans la préparation de vos rapports, inventaire de ressources humaines pour la santé. Ce que on doit retenir, c'est qu'il faut chercher à répondre aux 22 questions. Et les 22 questions se retrouvent dans ce modèle qui est le point de départ pour chaque organisation. Téléchargez votre modèle spécifique. Il y a 3 modèles. Vous devez télécharger votre modèle spécifique et passer à la complétude de différentes informations. Ne laissez aucun champ sans compléter et renseigner les informations. Tenez compte, quand il s'agit de titres, qu'est-ce que le personnel fait? Ne tient pas du diplôme, mais le travail du personnel. Où est-ce que ce personnel travaille? Est-ce qu'il se retrouve au niveau de communauté? Est-ce qu'il interagit avec les bénéficiaires? Est-ce que la personne apporte l'assistance technique? Si un staff et par exemple la suivi, évaluation et tout, ils sont hors site, mais ils renforcent le système de santé, système de mise en œuvre. Et là, il faut renseigner les informations avec beaucoup de précision. Et là, ça va aller très vite. Essayez de respecter le délai. N'attends pas la veille, le 15 ou bien le 14 novembre, avant de télécharger votre rapport. Faites à temps et là, ça va vous aider de corriger s'il y a un nombre d'erreurs. Mais sinon, dans DTIM, il y a énormément de ressources que vous pouvez le consulter, qui vont vous aider pour mieux compléter ou bien renseigner les informations dans ce rapport. Un rapport important et capital pour le bailleur, qu'on a vu au début. 51% de financement pour l'année précédente a été consacré pour le paiement, pour le financement des différentes dépenses liées au personnel qui apportent leurs appuis importants dans le cadre de mise en œuvre de ce projet, le projet financé par PEFA. C'est uniquement des dépenses PEFA. Donc, merci beaucoup. Et à vous. Il y a encore une autre question. Nancy, what should I do? There's a question. There's a question? Sure, let's answer the question. Quel que soit le montant des dépenses, c'est le partenaire principal qui soumet leurs dépenses. Je pense que la question, c'est oui. Donc, ce n'est pas comme le rapport. N'oublions pas, éviter des confusions entre le rapport des dépenses, qui est IR, Expenditure Reporting, où on a classé les sous-bénéficiaires en 2 groupes, ceux qui dépensent moins de 25 000 $ et ceux qui dépensent plus de 25 000 $ et plus. Donc, où on les a mis dans 2 catégories différentes. Et même quand il s'agit de rapports de dépenses, donc, on doit télécharger un rapport pour chaque sous-bénéficiaire.
Moi, je passe maintenant au inventaire de ressources humaines pour la santé. Pour inventaire de ressources humaines pour la santé, là, c'est un seul modèle par mécanisme. Donc, les données de sous-bénéficiaires, y compris les données des bénéficiaires principaux, doivent être consolidées dans un seul modèle qui est soumis dans DATEAM. Okay, thank you very much. I don't know whether another question will resurface at the last minute. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette webinaire. Donc, à la prochaine. À vous. Merci.